Bonjour Dominique Noël, Bonjour Eric Philippot. bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à nous suivre avec le Festicom Santé. Juste avant de rentrer dans l'été, une rencontre Festicom Santé avec les laboratoires Pierre Fabre qui nous font ici un épisode 2 de ce qui s'est passé à Deauville au mois de mars. Peut-être un petit mot ou un remerciement, Dominique. Nous sommes très très heureux de démarrer l'été avec les laboratoires Pierre Fabre et nous tenons à les remercier infiniment de leur confiance. Deauville s'est très bien passé, nous étions particulièrement nombreux, je dirais même historiquement nombreux, avec plus de 650 personnes au festival. Et bien sûr, ce festival n'existerait pas sans les porteurs de projets, sans nos partenaires et nos sponsors. Donc merci infiniment de votre confiance. C'est une belle aventure et on est heureux de la poursuivre avec vous. Alors Dominique, on ne parle pas tout de suite de la saison 34, mais on sait qu'elle va démarrer début octobre avec peut-être 3 rendez-vous l'année prochaine et un premier rendez-vous qui s'appelle le prix du podcast santé francophone. Voilà, pour la troisième année consécutive, nous menons le prix du podcast santé francophone avec les jeunes femmes de MedCheck Studio. Et ça aura lieu le 19 mars à Paris, 2025, bien sûr, à Paris. Puis d'autres rendez-vous, le rendez-vous du Festival de la communication santé à Deauville, probablement comme chaque année, avec une jambe supplémentaire sur de la communication purement médicale. Mais nous vous parlerons de tout ça à la rentrée. Eh bien, écoutez, vivement la rentrée. D'ici là, on vous laisse découvrir cette table ronde. Bon été à tous, bon été Dominique, et à très bientôt. Bon été à tous! Bonjour à toutes et tous. Eh bien, en ce jour de l'été, du 21 juin, nous allons parler de l'expérience santé chez les jeunes et en particulier en dermatologie. Alors, je me présente, Bruno Peuvrier, cofondateur de Stratum, entreprise de conseil pour accompagner les laboratoires pharmaceutiques dans une meilleure compréhension des patients et de leur parcours. Avec moi aujourd'hui, Pascal Benaxas, présidente de France Asso Cancer et Peau, Bonjour. Sarah Augendre, étudiante issue de l'Institut supérieur européen de gestion de Nantes, Bonjour. et Catherine Bessac, pharmacien et en charge des relations patients chez Pierre Fabre Dermocosmétiques. Bonjour. Alors, nous allons commencer par écouter Lucille Moni, psychologue de cette période particulière qui commence à l'adolescence. Bonjour Lucille. Bonjour Bruno. Alors, Lucille, de l'adolescent au jeune adulte, en quoi est-ce que c'est une période particulière? C'est une période particulière tout d'abord au niveau neurologique. Il faut savoir que le cerveau est encore en cours de développement jusqu'à 25, voire 30 ans parfois. Donc si on prend la période entre 18 et 25 ans, les structures du système cognitif, donc celui qui nous permet de contrôler, planifier, résister aux impulsions, être flexible face à de nouvelles situations, est encore en cours de développement, alors que le système émotionnel, qui se trouve dans le système limbique, lui, est déjà complètement développé à cette période-là. Donc, on va avoir un déséquilibre entre ce système émotionnel qui est très développé, donc qui est la sensibilité à la récompense, à de nouvelles émotions, aux émotions fortes, et le système cognitif qui, lui, n'est pas encore complètement développé. Donc, naturellement, une personne de cette tranche d'âge va plus se diriger vers ce qui va lui procurer des sensations, des émotions fortes, tout ce qui va stimuler ses zones émotionnelles, parfois du coup jusqu'à la mise en danger. Et on va être plus sensible à la récompense. Et donc à cet âge-là, la récompense, eh bien, ça sera la reconnaissance sociale, être reconnu par ses pairs, être admiré, être accepté dans un groupe. Euh, des études ont montré que, par exemple, un sentiment qui est assez présent, qui se développe à cet âge-là, c'est le regret. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut développer et ça peut avoir une influence sur les comportements à venir, mais ces résultats-là vont être complètement biaisés quand les jeunes vont être en situation de compétition, de comparaison sociale. C'est-à-dire que individuellement, un jeune peut anticiper le regret qu'il va avoir s'il a une situation à risque, s'il a un comportement à risque, pardon.
Mais s'il est en situation sociale de comparaison, ça va s'annuler complètement. D'accord. Il y a un deuxième aspect, donc, qui est plutôt psychologique, lui, et ça, on le connaît un petit peu plus, c'est qu'entre 18 et 25 ans, on est vraiment dans une période charnière. Si on pose la question à des jeunes entre 18 et 25 ans, vous considérez-vous comme des adultes? 60% des personnes vont répondre d'un côté oui, d'un côté non. Donc il va y avoir une sorte d'oscillation comme ça constante entre le stade d'être humain dépendant à l'adulte et le stade d'être humain autonome, voire plus tard responsable lui aussi d'un autre être humain quand il va avoir des enfants. Et cette autonomie va se traduire par des besoins d'exploration du monde et de rupture, de différenciation avec les parents ou toute autre figure parentale. Donc, c'est vraiment le moment où les personnes entre 18 et 25 ans vont avoir besoin de prendre du recul finalement sur tout ce qu'ils ont appris jusqu'ici. Tout ce qu'ils ont appris de leurs parents, du système scolaire. On va remettre en cause tout ce qu'on a appris. On va vouloir se faire ses propres opinions, avoir son propre discernement, avoir son libre arbitre. Donc ça va faire repousser les limites. On va aussi à ce moment-là transférer les besoins d'attachement qu'on avait avec l'adulte, donc les besoins de réassurance, de référence quand on a des problèmes, vers plutôt les personnes du même âge, de la même génération. Et de cette façon-là, on va plus se sentir dans une relation apprenant et versus personne qui donne les conseils ou qui donne les ordres, mais on va être sur une relation beaucoup plus symétrique face aux jeunes du même âge, qui se donnent des conseils entre eux. Donc forcément, il y a ce rejet de l'adulte qu'on connaît très bien et qui est très naturel, qui veut dire un peu laisse-moi faire tout seul, quoi. Laisse-moi apprendre tout seul, laisse-moi expérimenter tout seul. J'ai besoin de me créer mes propres valeurs, mes propres opinions. Mais ça se discute aussi parce que finalement, tout ce qui a été appris par les parents depuis la petite enfance reste quand même quelque chose de très fort et très ancré. Par exemple, si je prends l'exemple de la prévention solaire, même si un jeune, finalement, va mettre de la crème solaire une seule fois sur la plage, alors ok, il va le faire qu'une seule fois et il va peut-être pas penser à répéter l'opération, mais il va le faire parce qu'il aura eu un parent qui lui aura répété depuis tout petit qu'il faut le faire, que c'est pour se protéger, etc. Et finalement, c'est mieux que rien. Et en quoi, du coup, tout ce que vous venez d'expliquer, qui est très intéressant, en quoi ça peut rendre une démarche santé complexe? Parce que déjà, et je le vois dans la pratique, hein, les jeunes ont du mal à se projeter dans un avenir lointain quand même, hein. C'est-à-dire on se projette à 10 ans, un peu plus, c'est compliqué. Et puis il y a cette recherche d'expérimentation par soi-même, hein, ce concept d'individuation, de différenciation, qui pousse un peu à croire uniquement ce qu'on voit ou uniquement ce qu'on vit soi-même. Donc en fait, les limites du jeune à ce moment-là vont être repoussées pour être redéfinies par lui-même, pour se les réapproprier. C'est-à-dire, il ne veut plus les limites qu'on lui a imposées, il veut expérimenter par lui-même ses propres limites. D'où un petit peu le concept de mise en danger qu'il peut y avoir à cet âge-là. Et aussi, du coup, ce qui va être compliqué, c'est que tout ce qui va ressembler à une injonction, tu devrais faire ça, il faut que tu fasses ça, même sous forme de conseils bienveillants, ça va être assez immédiatement rejeté. Ou alors entendu d'une oreille et peut-être appliqué par la suite, mais qui ne sera pas prioritaire dans la prise de décision du jeune, en fait. Pour être appliqué, il faudrait que ces conseils, finalement, fassent vraiment partie d'une pratique de groupe, d'une tendance. Alors, quels seraient, du coup, les bons leviers à utiliser pour faire passer un message santé auprès des jeunes? Justement, si on parle de tendance, forcément, je pense aux réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux sont très diabolisés, mais finalement sont quand même un vecteur qui peut être très efficace de messages. Euh, et ça leur permet
d'avoir cette relation symétrique dont on parlait tout à l'heure, cette sensation d'égal à égal, sinon le message a du mal à passer. Il y a vraiment cette reconnaissance qui est très importante à ce moment-là de la vie, reconnaissance par des codes de langage, des codes vestimentaires, de posture, de valeurs. Et du coup, si on parle des influenceurs, par exemple, ou de personnes publiques voilà, qui vont être très suivies par cette tranche d'âge-là, évidemment, si ces personnes-là prônaient tel ou tel comportement ou se filmaient en train d'avoir des gestes santé, ça pourrait être un levier très, très efficace. Je prends par exemple l'exemple, il y a eu, il y a 2 ou 3 ans, du phénomène des clean girls sur les réseaux, qui sont ces jeunes femmes qui ont mis en valeur des routines de soins de peau, de rangement, d'activité physique, de méditation, d'alimentation très saine, tournée vers la santé. Ça, par exemple, c'est des tendances qui peuvent être très utiles pour intégrer des gestes santé. Euh, je pense aussi, par exemple, donc, ce qui pourrait être efficace, je pense à un cliché qui, alors lui, a eu la peau dure, c'est le cas de le dire, sur beaucoup de générations, et qui est encore très présent. C'est ce cliché du jeune avec la peau très très blanche, qui va paraître très fragile, très frêle, qui se tartine de crème sur la plage avec son livre, ses lunettes, et qui va être mis à part du groupe d'ados ou de jeunes qui, eux, vont être beaucoup plus populaires. C'est exactement ce type de cliché, en dermatologie en tout cas, qu'il faudrait casser. Et ça, on peut le faire en mettant l'accent sur l'acceptation, l'inclusion des différents types de peau, des différents types de corps. Alors ça, c'est quelque chose qui progresse énormément, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire là-dessus. Et puis, un autre levier qui pourrait être très utile, c'est vraiment quand on parlait de l'expérimentation et de la preuve dont ont besoin les personnes de cet âge-là, ça serait de faire témoigner des jeunes de cet âge qui ont été touchés ou qui sont touchés par un cancer de la peau, par exemple, et qui témoigneraient, donc, comme on disait, avec leur code. Euh, je pense que ça pourrait être très impactant. Et puis enfin, il y a aussi, on en parlait au début, la notion de récompense, qui je pense est très importante, puisqu'elle va venir alimenter ce système émotionnel. Récompense qui doit être immédiate, hein, sinon ça marche pas. Donc finalement, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne là tout de suite si je mets bien ma crème solaire, si j'ai tel ou tel comportement, si je fais ça. Donc je sais pas, je pense à un défi, une trend sur TikTok. Je sais pas, des concours pour gagner des produits de plage. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez justement l'apparence et donc le fait que on ait envie de ressembler aux autres et notamment bah, d'être plus bronzé et d'être bronzé comme les autres. Et alors, en particulier en dermatologie, on touche à l'image, comme vous le disiez, qui est pourtant très importante chez les jeunes. Du coup, est-ce que c'est plus facile? Euh, oui, si on... plus facile vraiment si on parle de l'apparence, parce que c'est ça qui est quand même au centre des préoccupations. Alors, sans généraliser, hein, je ne veux pas dire que tout le monde, toutes les personnes de cet âge-là ne pensent qu'à ça. Euh, mais parler de l'impact sur leur aspect physique, je pense que ça peut aider. Par exemple, finalement plus parler des rides et du vieillissement prématuré de la peau que du cancer de la peau dans la prévention solaire, par exemple. Parce qu'à cet âge-là, on est quand même plus intéressé et on se sent plus concerné par des thèmes d'esthétique que par des thèmes de maladie. C'est normal, hein, quand on est ado ou jeune adulte, quand on a cet âge-là, on a plus une pulsion de vie un intérêt pour des choses un peu plus morbides. Et on n'a pas envie de s'imaginer malade. Donc, je ne sais pas, peut-être, et je crois que ça a déjà été expérimenté, euh, je ne sais pas, une application ou quelque chose qui pourrait simuler des visages, son propre visage 30 ans plus tard, en comparant avec crème solaire pendant 30 ans versus sans protection solaire pendant 30 ans. Par exemple, là, je pense que ça serait super. Euh, voilà. Et alors, vous, en particulier à l'Association française du vitiligo, quels seraient les outils que vous avez déjà expérimentés? Alors bah déjà le groupe de parole, hein. Donc ça fait 2 ans et demi que j'anime un groupe de parole de jeunes de cette tranche d'âge-là atteints du vitiligo. Euh,
c'est vraiment l'occasion pour eux de se dire, bah, je suis pas tout seul. Je suis pas toute seule dans cette histoire. Il y a d'autres jeunes qui vivent la même chose que moi. Et ça, en psychologie, de façon générale, c'est vraiment très important. Euh, Sans tomber dans le cliché un peu du groupe de parole, bon, alcoolique anonyme, un peu patho, un peu drama. Là, pas du tout. C'est vraiment l'occasion d'échanger des idées, du vécu, des tips pour mieux vivre les remarques ou les regards des autres. Euh, je pense vraiment, en tout cas, que les jeunes qui participent à ces groupes-là, ça les aide énormément. Et on a depuis peu intégrer des personnes assez médiatisées dans les groupes de parole. On a reçu jusqu'ici un humoriste, une chanteuse et une mannequin. Et donc de cette tranche d'âge-là. Et ça a un impact énorme parce que ce sont des personnes qui véhiculent des images positives autour de la différence du dermato, en fait, du vitiligo, et qui donnent beaucoup d'espoir et beaucoup de réassurance à ces jeunes-là. Donc, il y a ce groupe de parole. Il y a la BD aussi qu'on a créée. Alors, même si on n'a pas encore énormément de recul sur ces résultats, ces effets, parce qu'elle est sortie fin 2023, mais elle a été vraiment créée par des personnes qui participent avec moi à ces groupes de jeunes. Donc, vraiment, où il y a vraiment une vérification justement des codes pour s'adresser aux jeunes adultes. Autant dans ah non, lui, il a dit comme ça va pas, ça se fait plus du tout, voilà, que sur le langage, etc. Et puis, il y a les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, mais quand même, vous voyez, je pense à la mannequin Winnie Harlow, qui est très très connue, qui est cette jeune femme noire avec ses taches et qui s'affiche en tant que mannequin, qui est magnifique, et le développement des réseaux. Ça, c'est quelque chose qui a énormément aidé, déjà d'une part dans la connaissance de la maladie, et puis pareil, dans le fait de pouvoir se référer à d'autres personnes. C'est extraordinaire. Il y a des jeunes du monde entier atteints du vitiligo qui mettent ça en scène, qui se maquillent, ou qui se maquillent pas, qui mettent leurs tâches en valeur. Je pense que ça aide vraiment énormément. Voilà, et puis pour finir, je dirais que dans ma pratique clinique en cabinet, il y a quelque chose de très important, j'espère qu'il sera développé pour les générations futures, c'est vraiment apprendre aux jeunes adultes, à prendre soin d'eux-mêmes, apprendre à s'aimer eux-mêmes, à respecter leur corps avant de respecter leur image. Euh, Leur apprendre la pratique du self-care, c'est en vogue et tant mieux. Je vois qu'à l'école maternelle, on commence à apprendre aux petits à être empathique avec l'autre, à comprendre les émotions de l'autre, etc. Bah, ça serait super aussi qu'on puisse apprendre ça, mais sur soi-même, à être empathique envers soi, à s'aimer soi et à avoir des comportements qui vont primer sur son bien-être avant de penser à l'image qu'on renvoie et aux attentes extérieures et sociales. Merci Lucille pour ces éléments. Je me tourne maintenant vers nos intervenants et tout d'abord Sarah. Vous n'êtes plus une adolescente, mais en quoi vous reconnaissez dans ce qui vient d'être dit? Alors, tout d'abord, je vais revenir sur le sentiment de se sentir invincible quand on est jeune, avec lequel je suis en partie d'accord et en partie pas trop d'accord. Je pense qu'il y a aussi des fois où c'est confondu avec un autre sentiment. Quand on est jeune et aussi tout le monde, mais surtout quand on est jeune, on est confronté tout le temps à énormément de messages qui sont moralisateurs. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, il y a forcément quelqu'un qui va nous dire que c'est pas bien parce qu'il y a tel risque, tel risque, tel risque. Et je pense que si on les écoute tous, on peut plus rien faire, on peut plus vivre du tout. Et je pense qu'il y a eu un ras-le-bol un peu de plein de jeunes qui n'écoutent plus certains messages, en partie à cause de ça, puisque on peut plus tout écouter tout le temps et du coup s'empêcher de vivre à cause de tous les risques que peuvent causer tout ce qu'on fait au quotidien. Et j'ai envie de dire aussi d'un côté, on peut dire que heureusement que les jeunes ne pensent pas au quotidien, tout le temps, tous les jours, à tout ce qui pourrait leur arriver, parce que sinon on ne vit plus. Mais en même temps, c'est vrai que tous ces risques qui sont existants. Et d'ailleurs, les jeunes, ils connaissent les messages de prévention qui leur sont adressés. Ils savent très bien quels risques ils encourent en fonction de leurs habitudes, en fonction de comment ils agissent au quotidien. Donc, je pense qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas invincibles. Mais en même temps, il y a une autre notion qui me fait être un peu d'accord avec le sentiment de se sentir invincible, c'est que j'imagine, et c'est d'ailleurs mon cas,
quand on est jeune, on pense souvent que le genre de maladie comme le cancer de la peau, etc., on s'imagine que bah, on payera quand on sera vieux, quand on aura 70 ans, et que même si c'est aujourd'hui qu'on s'expose au soleil, par exemple, eh ben, on aura la maladie bah, plus tard, alors que c'est pas du tout le cas. Et je pense que la majorité des jeunes, ils pensent quand même ça. Et du coup, c'est la notion me semble être mal comprise euh, et qui peut bah, se ressortir sous forme de sentiment d'invincibilité, si on peut dire ça comme ça. Mais je pense que du coup, c'est plutôt les méthodes de communication qui sont pas bonnes et qui correspondent pas forcément aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, soit ces méthodes sont pas bonnes, soit les études qui ont été faites auprès des jeunes n'ont pas été assez développées, à mon avis. Donc, c'est mon premier retour. Euh, Ensuite, c'est plutôt du côté de l'image que je pouvais donner mon avis, puisque donc, en l'occurrence, je me retrouve vraiment bien dans cette notion-là. C'est vrai que plus trop maintenant, mais quand j'étais adolescente, l'image, c'est hyper important. Et bah, surtout quand on est jeune, on fait face à un jugement constant des gens qui ont notre âge, de nos pères, etc. Et si on n'agit pas comme tout le monde, si on pense pas comme tout le monde, si on s'habille pas comme tout le monde, si on n'a pas forcément les mêmes opinions, etc. Et surtout si on ne correspond pas aux critères de beauté, notamment à cause des réseaux sociaux dans lesquels on est baigné depuis notre plus jeune âge. Et je pense qu'il y a un vrai problème qui vient du fait que bah, du coup, les jeunes, ils savent très bien quels sont les risques pour leur propre santé, mais ils sont prêts à risquer leur santé pour correspondre aux critères de beauté, notamment bah, avoir la peau bronzée, par exemple. Et ça, c'est très grave, et selon moi, c'est très triste, et il y a un vrai problème qui est là, et qui est, selon moi, pas assez abordé et pas assez étudié, surtout bah, à cet âge-là où c'est quand même hyper dangereux, et parce on est sensible, on est en pleine construction, etc. Donc ça, c'est un vrai fait. Et enfin, il y a aussi une autre notion qui avait été abordée, la notion de réseau. Je suis totalement d'accord aussi. C'est vrai que c'est évident que quand on est jeune, bah, on est beaucoup plus sensibilisé et on est plus apte à changer nos habitudes quand on le fait avec nos amis, quand on le fait avec nos proches, etc. Donc, et surtout, bah, prendre un chemin déviant, de suite du groupe, de suite des modes, de suite tout le monde, etc. Forcément, quand on est accompagné, bah, c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'il y a une vraie piste de solution en ce qui concerne en tout cas ces messages de prévention qui doivent passer par les groupes d'amis, par les groupes de pairs, etc. S'il y a une solution qui existe de ce côté-là, je pense que c'est celles qui seront les plus efficaces à long terme en tout cas. Et pourquoi pas via les influenceurs également? Alors, je suis d'accord avec le fait qu'il y a une partie du travail qui doit passer par une personne tierce ou un média tiers. Et les influenceurs, aujourd'hui, on le sait, et moi aussi, puisque j'étudie la communication, mais c'est un des moyens de communication les plus efficaces, encore plus auprès de cette cible-là, auprès des jeunes. Moi aussi, j'ai changé plein de mes habitudes, enfin plein, certaines de mes habitudes grâce ou à cause des influenceurs, d'Internet, des réseaux sociaux et tout ça. Je pense que la seule notion sur laquelle il faut faire attention, c'est qu'il y a une méfiance qui se crée de plus en plus. C'est qu'il y a eu énormément d'histoires très graves avec des influenceurs, des marques qui ont fait débat partout. Et il y a quand même cette méfiance. Les gens se rendent compte que les influenceurs les plus suivis ne sont pas du tout les plus légitimes, ne sont pas experts forcément dans les domaines sur lesquels ils prennent la parole. Alors du coup, il y a quand même cette méfiance-là sur lesquelles il faut faire attention. Mais c'est comme tout moyen de communication, il y a des limites malgré le fait que ça fasse partie des moyens de communication les plus efficaces. Alors, Catherine, vous avez mené une étude internationale autour des maladies de peau et vous avez regardé en fonction des tranches d'âge les différentes sources d'information. Alors du coup, où est-ce que les jeunes s'informent et à qui ils font confiance finalement? Oui, on a lancé l'année dernière une étude autour des maladies de peau dans 20 pays avec plus de 50 000 répondants. Et nous l'avons baptisée ALL pour toute peau, toute dermatose, toute carnation. Et elle vise à mieux comprendre les impacts des maladies de peau, pour mieux y répondre, mais aussi pour soutenir leur plaidoyer, le plaidoyer des malades et des associations qui les représentent en mettant à leur disposition des datas qui jusqu'ici n'étaient pas existantes, en tout cas à cette échelle, puisque là, ça fait plus de 3 millions de données. Et nous avons effectivement interrogé cette database par tranche d'âge pour voir ce qui ressortait. Alors déjà, est-ce que les influenceurs ont détrôné les professionnels de santé? Alors en fait, il semble qu'il y ait une grande différence selon que les personnes interrogées souffrent de maladies de peau ou pas. Donc, si on est malade, en fait, dans les données que nous avons collectées, le professionnel de santé reste la référence.
Et par exemple, en Europe, s'ils n'ont aucun problème particulier, les 16-24 ans vont majoritairement acheter leurs produits en grande surface, donc c'est 40% d'entre eux, alors que si on pose la même question à des jeunes adultes atteints de maladies de peau, ils vont chercher plutôt des réponses et des produits en pharmacie, qui passent en première position avec 55%. Et l'étude a également montré que plus on est jeune et plus on est touché par les maladies de peau, puisque c'est 2 jeunes sur 5. D'accord, mais alors, du coup, à qui font-ils confiance pour en parler finalement? Là aussi, quand on est malade, le professionnel de santé reste la référence. C'est-à-dire quand on leur a posé la question de où vont-ils chercher une information fiable, on s'attend à voir surgir Internet et les influenceurs. Et c'est là qu'est la surprise, parce que c'est la famille, en fait, la famille qui est juste derrière le médecin, avec 38%. Et plus on est jeune, et plus on consulte la famille et les amis. Les sites santé s'en sortent un peu mieux que les blogs influenceurs et les forums de discussion qui, eux, sont plutôt à la fin du troupeau. Alors, on parle de maladies de peau, donc des maladies qui souvent se voient. Or, une autre thématique particulièrement présente chez les jeunes, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est l'image de soi et le partage permanent de selfies, justement. Et oui, Sarah a parlé de l'importance de l'image et du fait qu'on veut ressembler au groupe. Et du coup, bah là aussi, c'est vrai que c'est un vrai problème lorsqu'on est atteint de maladie de peau parce que ça se voit. Et ça se voit parce qu'aussi, elles sont souvent visibles aussi bien sur les mains que sur le visage, donc socialement impactant. Et bah, par exemple, quand on a posé cette question là, à ceux qui sont atteints de maladie de peau avec des lésions visibles sur le visage, 45% d'entre eux ont la phobie des selfies, donc presque la moitié. Et parmi eux, ce sont ceux qui souffrent de vitiligo qui en témoignent le plus, 71%, suivi des personnes qui présentent des cicatrices sur le visage, 61%, et puis les patients atteints d'acné, 57%. Les autres maladies de peau suivent, mais enfin ces chiffres sont impressionnants et nous venons de les publier dans le JEADV, qui est une revue européenne de référence. Et il confirme donc l'importance de mettre en place un accompagnement psychologique systématique pour les patients qui sont atteints de maladies de peau. Et nous revenons au propos de Lucille Moni, elle-même psychologue, et qui a coécrit une bande dessinée dédiée aux jeunes générations, pour le compte de l'Association française du vitiligo, qui parle de Juliette, 25 ans, et Maxime, 17 ans, atteint de vitiligo et qui vise à répondre à leurs questions en utilisant pour le coup un média plus proche d'eux, avec la plume de deux psychologues et malades. Donc, quand la maladie est là, c'est le professionnel de santé et la famille qui font référence, semble-t-il, mais abordons maintenant un autre sujet qui est celui de la prévention et en particulier de la prévention du cancer cutané avec vous, Pascal. Alors, Pascal, est-ce que c'est vrai, les jeunes sont particulièrement touchés par le cancer de la peau? Et oui, c'est vrai, c'est l'un des cancers les plus fréquents du jeune adulte. Pour vous donner une petite idée, hein, quand le cancer du sein évolue de 3%, les cancers de la peau évoluent d'un peu plus de 14%. Alors malheureusement, moi j'accompagne chaque année des tas de jeunes et à chaque fois j'ai les mêmes remontées, le même ressenti entre colère et surprise, à savoir tous me disent si j'avais su, si j'avais su. Ils sont surpris de ne pas avoir été plus bousculés que ça dans les lieux de grand passage, chez leurs médecins, à la télé, à la radio, de ne pas avoir vu des messages assez chocs pour leur parler de ce risque. Et ce que l'on dit, c'est pourtant les campagnes de sensibilisation, elles existent depuis 30 ans, mais comme le soulignait Sarah tout à l'heure, ce sont des messages globaux, linéaires, assez fais pas ci, fais pas ça, qui ne fonctionnent pas. Alors, de temps en temps, il y a des tentatives de communication au niveau local qui sont un peu plus impactantes. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui et qui est affligeant, c'est qu'il faut complètement repenser la communication dans la prévention des cancers de la peau, parce que ce qu'on proposait jusqu'alors ne fonctionne pas. Alors, c'est ça le problème, Catherine, c'est le passage du message finalement à l'action. Ben, en fait, oui, parce que dans le cas de la prévention solaire en particulier, 95% des gens connaissent les messages, mais seulement 1 sur 5 les applique. Donc, que les messages ne sont pas suivis d'effet. Mais si je reviens sur l'étude Hall qui montrait l'importance justement de la famille, est-ce qu'on peut confier la prévention solaire aux parents? Alors la particularité, en fait, c'est que c'est extrêmement simple de se protéger en fait du risque des cancers de la peau. Mais bon,
quand on a 20 ans, on ne se promène pas toujours avec ses parents et comme le soulignait Lucie tout à l'heure, c'est parfois contre-productif les messages qu'ils peuvent transmettre. On veut également que les messages ne touchent pas que les jeunes malades, mais également tous les jeunes et retravailler en fait sur le message pour que ça soit compréhensible de tous. Catherine, quelle a été l'approche des laboratoires Pierre Fabre? Ben, justement, pour challenger le message, l'idée, c'est de demander directement à la cible quel message lui parlerait. Donc, c'est la co-création. Ne pas penser à la place de la cible de la prévention, mais lui demander ce qui lui parle à elle et ce qui la motiverait pour passer à l'action de protection. Et donc, nous avons lancé une consultation des jeunes étudiants européens et nous avons commencé par la France et par l'Ouest parce que c'est la région la plus touchée par le mélanome avec Pascal en lien avec le professeur Lise Bousmar, qui est oncodermatologue au CHU de Nantes. Et nous avons travaillé avec les étudiants, sans formation scientifique, parce qu'on voulait vraiment des gens qui ne maîtrisent pas le sujet, et ce, volontairement. Et là, nous avons travaillé notamment avec Sarah. Alors c'est là que Stratum est entré en jeu. On a coordonné cette consultation sous forme d'un design sprint avec plus d'une centaine d'étudiants, avec l'aide de l'équipe des coachs de Paulson et les écoles ISEG et IRSUP. Alors Sarah, vous faisiez partie des 120 étudiants consultés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont s'est passée cette semaine de co-création? Alors oui, donc déjà, on a travaillé, comme vous venez de le dire, l'ISEG et YARTSUP ensemble pendant une semaine. Donc on était une vingtaine de groupes de 5 à 6 étudiants et on a été accompagnés durant ce projet afin de trouver et de proposer la meilleure façon de s'adresser aux jeunes en matière de prévention solaire. Et là, du coup, ce qui était intéressant et enrichissant, c'est qu'on était en même temps étudiants en communication et en même temps la cible elle-même. Et Pascal, vous confirmez, le Grand Ouest, du coup, est particulièrement touché? Absolument, c'est vraiment une des régions, si on prend la Bretagne, qui est vraiment en numéro un, la Normandie ou les Pays de Loire, ils sont extrêmement touchés. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, ce sont des gens qui se protègent pas spécialement tous les jours des rayonnements du soleil, parce qu'en fait, on a donné une information depuis des années qui est de se dire on se protège du soleil. Or, sur ces régions-là, ce sont des régions où le ciel est souvent voilé, grisé, donc il n'y a pas de soleil, je n'ai pas besoin de crème solaire ou de vêtements, je ne me protège pas. Donc, c'est vraiment un problème complexe pour recentrer le sujet, non pas sur le soleil, mais sur le fait qu'on doit se protéger des UV et que seul l'indice d'UV compte parce que les UV, ça traverse les nuages. Et quelquefois, on voit qu'on a exactement le même degré d'indice sur la région sud que sur la région ouest. Et pourtant, on aura 10 degrés d'écart. Donc, en fait, on doit exactement se protéger de la même manière et regarder uniquement les indices d'UV. Il y a une autre raison à cela également, ce sont un peu les origines. Donc, il y a pas mal d'origines celtiques ou autres. Donc, on va retrouver des phototypes clairs avec des personnes blondes, les yeux clairs, les yeux verts, des personnes avec des taches de rousseur, donc qui auront cette capacité à moins facilement se protéger de l'agression en fait des UV. Et puis après, surtout de la région ouest, face à la mer, on a aussi des gens qui aiment beaucoup toutes les activités qui sont proches de la mer. Donc en fait, ils subissent à la fois et les UV descendants et les UV en réverbération. Donc il y a vraiment un gros problème par rapport à ces régions-là. Vous le saviez, Sarah? Pour le coup, pas du tout. Donc il s'agissait finalement que des jeunes conçoivent des messages ou des outils destinés à des jeunes? C'est exactement ça. Alors du coup, quand on a travaillé tous ensemble, on a réalisé des interviews sous forme de micro-trottoirs directement sur les campus de Nantes pour aller à la rencontre des jeunes justement et mieux mesurer l'état des connaissances et des habitudes en matière de prévention solaire, ainsi que les pratiques ou les motivations à ne pas se protéger en fait. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on a directement fait face au cœur du problème parce que les retours de ces rencontres sont que, bah, effectivement, les jeunes, ils savent, ils connaissent les messages et les dangers et pourtant, bah, ils ne changent pas du tout leurs habitudes. Et il y a même plusieurs d'entre eux qui ont des proches qui ont été atteints notamment du cancer de la peau et qui, pour autant, ne sont pas plus sensibles que les autres aux messages de prévention. Alors, il y avait quand même un peu de positif, si on peut appeler ça comme ça, c'est que on s'est quand même rendu compte qu'il y avait quasiment aucun jeune de tous ceux qu'on a pu rencontrer qui ne se protégeaient pas du tout. Donc, ils ont quand même un début de réflexe de se dire que bah, quand on va à la plage, quand il y a plein soleil, bah, on met de la crème solaire. Et selon moi, c'est quand même déjà un petit pas qui a été fait, même si ça ne suffit pas du tout. C'est quand même un peu rassurant. En effet. Et vous avez construit plus de 60 approches et vous en avez sélectionné une vingtaine, je crois, qui ont été présentées à Pascal. Du coup, Pascal, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors bon, on a été extrêmement séduits. Alors curieusement, pas que du digital, et avec beaucoup également de propositions de partage d'expériences, donc comme des challenges dans les villes, par exemple trouver des zones, les zones d'ombre. Il y avait également le fait de belles ateliers sur le fait de poser une crème solaire. Ça peut paraître extrêmement simpliste, mais moi je note au quotidien quand on va à la rencontre des gens, surtout de la France, que beaucoup ne savent pas mettre une crème solaire. Il y a beaucoup de zones oubliées. Donc, c'était les propositions que nous faisaient également les jeunes. Et puis, autre proposition qui était aussi intéressante, c'était le fait de choisir au sein du groupe, au sein de la bande de potes, quelqu'un qui soit responsabilisé à protéger ses amis sur le fait de se protéger si on fait une journée au kayak ou autre, de valider que tout le monde ait bien pris une protection solaire. Très intéressant. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce mapping, les jeunes ont utilisé différents ingrédients pour composer leur campagne de communication. Le shaming, avec de la prise de conscience pour interpeller les jeunes par la peur. La pression des pairs, pour jouer sur le côté collectif, les tribus, les communautés, le besoin d'appartenance et de ressembler aux autres. Le gaming et l'engagement, avec des parcours à l'ombre dans les villes ou des jeux pour rendre ludiques les messages. Ou encore l'individu en travaillant sur la personnalisation des devices utilisés par les jeunes. Bref, ils ont utilisé leur code, leurs usages et leur tonalité pour créer ces nouvelles idées. Nous avons trouvé extrêmement intéressant tout ce que les jeunes ont pu nous proposer, parce que nous qui sommes confrontés au quotidien depuis de nombreuses années à la prévention des cancers de la peau, ce qu'ils nous ont délivré, c'est une mine d'or. Alors, il faut faire des choix, parce qu'on avait un choix de campagne à faire à court terme, donc c'est ce que nous avons fait, mais tout ce qu'ils nous ont proposé, on va les utiliser, soit certaines pour des campagnes, d'autres thématiques pour faire des posts, des publications. On va également utiliser leur phrasé, leur tournure de phrase, leur hashtag pour être au plus juste en fait de leurs attentes dans leur vocabulaire, parce que c'est important d'être proche d'eux et d'avoir quelque chose qui marque réellement. Oui, parce que, en fin de compte, toute cette matière produite par la cible elle-même, elle a pour but d'être partagée, Catherine. Oui, exactement. En fait, nous avons partagé tout ce qui a été dit, déjà avec nos équipes internes, parce que derrière, ça nous permet aussi à nous d'ajuster la communication. Mais l'idée, c'est exactement ce que vient de dire Pascal, c'est de la partager, de la mettre à disposition des associations qui sont tout à fait libres de l'utiliser ou pas. Et Pascal, alors, en mai, c'était le grand moment du mois du mélanome. Est-ce que vous avez utilisé les propositions des étudiants? Ah oui, alors absolument. Alors vraiment, c'est la première fois qu'on joue sur ces thématiques-là et qu'on gagne autant de visibilité. Pour vous donner une petite idée, donc dans le clip qui a été proposé, qu'on a co-construit tous ensemble avec vous tous, on a proposé donc une visibilité sur les panneaux numériques des pharmacies qui en disposent, ce qui représentait à peu près 567 pharmacies, 1100 écrans. Et sur une douzaine de jours, c'est l'équivalent à peu près de 6 700 000 spots qui sont passés comme ça, donc sur les lieux de grand passage, les aéroports, les gares, les centres commerciaux, les grandes villes. Donc c'est la première fois, et je voulais remercier et les étudiants et tous nos partenaires d'avoir pu partager cette campagne-là qui est vraiment extraordinaire. Et ça, il y a eu une espèce de réaction en chaîne également, puisque nous avons été sollicités par les grandes universités qui veulent aujourd'hui les mêmes thématiques, aborder les mêmes choses et sensibiliser les jeunes étudiants. Et on a eu l'occasion sur le département du 78 de faire un test pilote qui a été extrêmement concluant avec un attrait chez les jeunes, la possibilité de leur faire prendre conscience en fait du risque et de la simplicité de s'en protéger comme on le voyait tout à l'heure. Et on a pour la rentrée donc des propositions sur des rentrées d'étudiants avec des 20 000 étudiants pour certaines universités, 10 000 pour d'autres, de faire des conférences et de les sensibiliser au risque des cancers de la peau. Donc ça a vraiment débouché sur beaucoup, beaucoup de visibilité sur cette tranche d'âge sur laquelle on voulait vraiment faire bouger les lignes et réagir. Superbe. Oui. Et c'est pas tout, car les étudiants ont également été mis à contribution en témoignant sur Instagram et TikTok avec l'aide de Simone Média. Sarah. Oui, exactement. Alors du coup, donc, les équipes de Simone Media, elles sont venues à notre rencontre directement dans les locaux de l'ISEG pour réaliser une vidéo qui raconte la démarche et qui parle de l'approche autour des projets TAP à capter et aussi l'idée d'un SENI dans le groupe de potes qui s'inspire vraiment de SAM de la sécurité routière. C'est l'idée de se dire que on a tous une personne dans un groupe de potes qui nous rappelle les gestes à ne pas oublier, les bons gestes à adopter et qui prend soin de nous. Donc ça correspondait vraiment à notre volonté de communiquer auprès des jeunes, mais de manière
positive sans passer par des leçons de morale directement entre eux, donc dans les groupes d'amis. Et aussi, c'est pour se protéger soi-même, mais aussi ses proches. C'est un sentiment qui est fort quand on est jeune, c'est que on ne veut pas que quelque chose nous arrive, mais on veut encore moins que ça arrive à nos proches, à notre petite sœur, à notre meilleure amie. Et du coup, ça correspondait vraiment à nos intentions. Et cette campagne, diffusée par Simone Media, a été vue plus de 600 000 fois au mois de mai. Un joli succès. C'est vraiment incroyable. Alors, Sony, c'est aussi l'idée du partage entre pairs, sans adulte ni autorité. C'est cette notion de partage entre pairs. Et est-ce que vous l'utilisez également, Pascal? Oui, alors c'est incontournable. Comme on le disait tout à l'heure au début de la table ronde, il y a des tests et des tentatives depuis 30 ans de communication sur les cancers de la peau. Le constat qu'on fait, c'est qu'ils sont souvent linéaires, c'est souvent global, et ça marche pas, au moins dans ce domaine-là. Et utiliser les pairs, c'est incontournable pour nous. Et aujourd'hui, si on veut s'adresser aux jeunes, il faut avoir un langage jeune, il faut faire une communication par les jeunes, pour les jeunes. Et au sein de l'association, ça a été un point fort et on voulait vraiment quelque chose qui soit construit. Et donc, nous avons une jeune patiente partenaire qui s'appelle Élise Houtkerp, qui aujourd'hui est le miroir des jeunes, puisque c'était intéressant parce qu'elle a été touchée par la pathologie, donc elle sait d'autant mieux en parler. Elle a été touchée la première fois, elle avait 20 ans, elle a eu des récidives à 27 ans, donc elle est vraiment dans cette tranche d'âge. Elle a participé justement aux échanges et au travail co-construit avec l'équipe des étudiants de l'ISEC de Nantes. Et aujourd'hui, au sein de l'association, elle est le miroir de la communication donc sur et pour les jeunes et, sur cette cible-là. Et c'est vraiment, ça matche bien, parce que quand on parlait des hashtags, on parlait des tournures de phrases, et même quand elle est en présentiel, quand elle est en conférence ou autre, les jeunes n'ont pas de frein, puisqu'en fait, ils ont exactement la personne qui leur correspond en face d'eux. Sarah, qu'est-ce que vous retenez de cette démarche? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette approche? Déjà, je peux dire que le message, il est passé et on peut dire que la démarche, elle a donné naissance à au moins 120 SENI, les étudiants qui ont travaillé sur le projet, qui sauront rappeler leurs amis à l'ordre, ou en tout cas, qui seront conscients des dangers et qui ont été sensibilisés pour changer leurs habitudes. Et parce qu'on a été, en tant que jeunes, avant tout, sensibilisés directement du fait de travailler sur ce sujet. Et clairement, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Donc, je suis sûre que sur eux aussi. Et ensuite, par rapport au projet T'as pas capté, c'est vrai que ça correspond plus à notre langage avec de l'humour, etc. Donc ça se détache des messages qu'on a l'habitude d'entendre. Donc je pense que c'est beaucoup plus adapté et que ça serait beaucoup plus efficace. Maintenant, que ce soit le projet Sony ou le projet T'as pas capté, je suis incapable de dire si ça serait la manière de communiquer qui serait la plus efficace, qui réussirait à réveiller tous les jeunes. On ne peut pas le savoir à l'avance. Mais en tout cas, si ça réussit à en sensibiliser quelques-uns en plus et en sauver au moins une poignée, pour moi, c'est vraiment déjà une belle réussite. Et après, il y a aussi donc, la démarche de co-création, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai que c'était hyper intéressant et qu'on a beaucoup apprécié, je parle pour moi, mais aussi des étudiants qui ont travaillé avec nous, le fait d'être la cible et d'être directement, on nous a fait appel à nous pour réaliser ces campagnes-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses, c'est en parlant avec les principaux concernés. Catherine, du coup, même démarche en Espagne et en Allemagne? Oui, oui. Alors d'abord, la démarche menée en France a obtenu un prix coup de cœur au Festival de la communication santé de Deauville en début d'année. Et oui, l'idée, c'était bien d'aller voir s'il y avait des approches un peu différentes chez les jeunes d'autres pays. Et donc, on a fait exactement la même chose en Espagne et en Allemagne. Et là aussi, on a travaillé avec des associations locales et des oncodermatologues. Alors, est-ce que d'autres idées proposées par les étudiants ont vu le jour grâce à ces ateliers en Espagne et en Allemagne? Oui, alors comme ça a été dit tout à l'heure, parmi les différentes propositions des étudiants, on a vu que les outils digitaux, l'expérience, tout ce qui permet d'objectiver, de voir concrètement ce qui se passe, ou quand on est dans le rouge au soleil, on va dire, avec des outils individuels et éducatifs, c'est pas mal ressorti dans les différentes propositions. Comme par exemple, il y avait l'idée de bracelets qui changent de couleur quand ils ont reçu trop de soleil, ou des systèmes qui permettent de mesurer la dose de soleil reçue. Et on a même certains étudiants qui ont parlé de mettre des alertes, enfin qui se mettent des alertes sous forme d'alarme pour réappliquer un produit solaire. Alors souvent, c'est plutôt d'ailleurs pour se protéger du vieillissement cutané que du coup de soleil. Mais bon, l'idée est quand même là. Et nous avons donc regardé ce qui existait pour répondre à cette attente sur le marché
Alors, c'est pas si simple, des outils qui permettent d'objectiver comme ça, parce qu'il faut que l'outil soit facilement utilisable et surtout fiable et avec une durée de vie idéalement longue. Parce que si on est sur un outil qui change de couleur une fois, on continue à le Oui. porter, on est exposé au soleil, il change plus de couleur, derrière, il remplit pas le job. Donc, en fait, nous venons de signer un partenariat pour tester cet été une application qui s'appelle Sun for Health avec la société Sea Health, qui est spécialisée dans le domaine de la photobiologie et qui a déjà développé plusieurs outils qui sont utilisés aujourd'hui essentiellement par les professionnels de santé. Et donc là, l'idée, c'est de la proposer directement à des utilisateurs comme des patients ou comme des étudiants, comme des personnes qui n'ont pas de problématiques de santé. Et l'idée, c'est qu'elle permet de monitorer individuellement son exposition solaire grâce à une technologie satellitaire, mais aussi l'intelligence artificielle. Donc, on va la tester cet été avec l'aide d'associations de patients dont France Asso Cancer Épaule et Pascal, mais aussi l'Association française du vitiligo. Et on va également la mettre à disposition des étudiants pour voir dans la réalité si ce type d'outil répond à leurs besoins. Donc, on va voir quelle place peut avoir ce type d'outil dans la prévention des risques liés au soleil. Est-ce que c'est utilisé, comment, quand, et avant d'avancer un petit peu plus. Très bien, superbe. Alors, pour revenir à la thématique de cette table ronde, un mot de conclusion et une clé de chacune peut-être pour mieux communiquer en santé auprès des jeunes générations? Alors, je vais Pascal? commencer. Je vais remercier déjà les étudiants de nous avoir apporté, comme je disais tout à l'heure, cette mine d'or d'informations qu'on va pouvoir utiliser sur différents supports. On a vu, bon, ben, Catherine parlait des bracelets ou des choses éducatives. Nous, on note que les bracelets, c'est vrai que quand le ciel est nuageux, c'est très éducatif, très formateur parce que les gens prennent conscience effectivement que les rayons passent. On a pris tous conscience qu'aujourd'hui, effectivement, si on s'adresse à des jeunes, il faut avoir une communication qui leur parle, qui leur fasse écho. Donc ça, c'est un point important. On veut également essayer de communiquer sur les UV, puisque c'est le maître mot tant en communication au niveau France, mais au niveau Europe également. Et puis aujourd'hui, on a un rêve qui est de se dire si les réseaux sociaux pouvaient nous permettre d'optimiser la prévention sur les cancers de la peau, ça serait extrêmement extraordinaire. En participant à ce projet, on avait à minima l'idée de se dire, en essayant de présenter la problématique aux étudiants sur l'Ouest, de se dire, bon, si jamais ça ne marche pas ou ça ne plaît pas, au moins on aura sensibilisé les jeunes sur leur région et donc ça sera déjà quelque chose d'intéressant. Mais ça a été au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, puisqu'ils ont effectivement bien accroché à ce projet-là et nous ont permis, le fait de retrouver cette motivation leur a donné énormément de pêche pour nous sortir beaucoup de choses. Donc, soyez confiants, en tout cas, tous les étudiants de Nantes. On va vraiment mettre tout ça en place pour essayer de faire bouger les lignes et que moi, je ne vous retrouve pas tous les jours ou toutes les semaines au téléphone avec une sidération face à ces cancers-là. Bah, déjà, merci beaucoup Pascal pour ces petits mots, puisque ça me touche directement, puisque je faisais partie du projet. Et c'est vrai qu'il a été très apprécié et qu'on a été très content de travailler sur cette problématique. J'ajouterais que bah, du coup, évidemment, il faut rester à l'écoute, ouvert et compréhensif, parce que c'est le meilleur moyen de communiquer auprès des jeunes. Merci Sarah. Et moi, je rajouterais, elle ne l'a pas dit, mais je vais le dire à sa place. Pascal, en mai, la campagne a touché plus de 10 millions de contacts, si j'ai bien compris. C'est ça, Et ça n'est pas un chiffre négligeable. c'est sûr, Donc ça montre aussi l'importance de la co-création, toujours. toujours. Superbe. Merci beaucoup.